Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais au top et je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir partager ma première expérience en tant que pseudo-youtubeur dans le cadre d'un projet d'études. Vous avez sûrement tous entendu parler ces derniers temps du Bitcoin, d'Altcoin et diverses crypto-monnaies qui fonctionnent évidemment avec le système de blockchain. Si vous n'avez pas tout compris à ce que je viens de dire, c'est que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. À la fin de cette vidéo, vous ne saurez pas tout car c'est un sujet très complexe, mais vous aurez au moins les bases. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit sans rentrer dans les détails, parce qu'à la fin de cette vidéo, je ne veux pas que vous ayez de la fumée qui sorte de vos oreilles. Si l'on a tellement entendu parler du Bitcoin ces 12 derniers mois, c'est principalement pour sa folle progression de son cours en 2017 de plus de 1318%. C'est sûr, vu ces chiffres-là, ça donne envie de bazarder son livret A et de prendre l'autoroute spéculative et de devenir le prochain Crésus. Mais au-delà des aspects spéculatifs et bling-bling, qu'est-ce que le Bitcoin et à quoi sert réellement cette nouvelle monnaie? Le Bitcoin est une monnaie, ou plutôt une crypto-monnaie, dont l'unique fonction est de réaliser des paiements en ligne sans intermédiaire. C'est-à-dire, c'est une monnaie où il n'y a pas de pièces ou de billets Bitcoin. Elle est entièrement virtuelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monnaies en circulation, l'euro, le dollar et plein d'autres. Ces monnaies qu'on utilise dans la vie courante dépendent d'institutions, des banques centrales, il y a des gouvernements qui gèrent la création de ces monnaies et vérifient les transactions, etc. Le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies ne dépendent d'aucune banque centrale. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas gérées par des États ou des banques qu'elles ne sont pas régulées. Sa régulation et son système est basé sur un réseau de blockchain qui est alimenté par des dizaines de milliers d'ordinateurs à travers le monde. Il faut voir la blockchain comme un livre de comptes géant et réputé inviolable dans lequel est répertoriée l'histoire de toutes les transactions. On a maintenant vu ce qu'était le Bitcoin et de quoi il dépendait. Pour mieux le comprendre, je vais maintenant vous expliquer en gros l'organe du Bitcoin et des autres crypto-monnaies qui est la blockchain, qui selon plusieurs spécialistes va impacter notre futur. Je pourrais vous expliquer de façon très théorique, mais je vous ai fait la promesse de ne pas vous achever votre cerveau lors de cette vidéo. C'est pour cela que j'ai fait le choix de vous expliquer sous forme d'histoire, un peu comme Père Castor pour ceux qui connaissent. Mais celle-ci se partage sous forme d'étapes pour expliquer les termes qui s'afficheront là juste en dessous de votre écran pour comprendre la blockchain. Tout ceci en seulement 6 étapes. Alors, Monsieur Block souhaite acheter la maison de Madame Chen. Plutôt que d'aller chez le notaire, il décide de faire valider la transaction par une blockchain. Ils remplissent les papiers sur internet et cliquent sur envoi. C'est maintenant qu'on arrive à la première étape. La blockchain. Comme je vous l'ai déjà dit, la blockchain est une espèce de train blindé numérique inviolable. Les données introduites dans ces wagons sont cryptées et affectées d'un code. Si quelqu'un tente de modifier une partie de la chaîne codée sur son ordinateur, celle-ci saute et la chaîne disparaît de l'ordinateur du pirate. Là qu'on arrive à la fin de l'étape. Monsieur Block se rend sur une plateforme de change et en un clic convertit en crypto-monnaie la somme nécessaire à son achat. Un compte à son nom est ouvert et crédité dans la blockchain. Étape 2. La crypto-monnaie. Chaque blockchain possède sa propre monnaie à l'image du Bitcoin. Toutes les opérations financières qui passent par elle sont réalisées et enregistrées dans cette devise, convertible en euros par exemple. Fin d'étape. Un logiciel smart contract associé à la blockchain établit toutes les vérifications nécessaires. Le logiciel lui-même puise dans les données cadastres pour s'assurer que la propriété appartient bien à Madame Chen, contrôle que les diagnostics ont bien été faits, etc. Ainsi qu'on arrive maintenant à l'étape 3. Monsieur Block et Madame Chen font entièrement confiance à ce logiciel Smart Contract car celui-ci a été validé par des acteurs concernés tels l'État, les agences immobilières ou encore les sociétés qui ont effectué les diagnostics. Et que celui-ci est conservé de façon inviolable à l'intérieur de la blockchain. Il est visible par tous, mais personne ne peut le pirater.
Fin de l'étape. Une fois la vérification réalisée, le smart contract donne son accord pour le changement du nom sur le titre de propriété et le transfert d'argent vers le compte de Madame Chen. Il passe ensuite le relais aux mineurs, qui est maintenant l'étape 4. Les mineurs. Alors les mineurs sont des particuliers, des entreprises équipées de puissants matériels informatiques. Dès qu'une opération présente, les ordinateurs tentent d'encrypter les données et les enregistrer dans la blockchain. Seuls les plus rapides y parviennent et en sont rémunérés. Fin de cette étape. Les plus rapides des mineurs cryptent et enregistrent la vente dans la blockchain. Comme ils n'ont pas pu savoir à l'avance lequel allait réaliser l'opération, M. Block et Mme Chen n'ont pas pu établir de complicité. Ils sont donc sûrs que la transaction n'a pas été piratée. C'est là qu'on arrive à l'étape 5, qui concerne toujours encore les mineurs. Pour être sûr d'être le plus rapide et d'emporter une affaire, un mineur devrait posséder à lui seul plus de la moitié de la puissance informatique installée chez les autres mineurs. Cependant, vu le nombre et la dispersion de ces derniers, les spécialistes de la sécurité estiment qu'il est impossible de hacker une transaction. On s'approche de la fin de cette belle et complexe histoire. L'opération entre M. Block et Mme Chen est finie. Elle a été réalisée quasiment gratuitement. Mme Chen n'a plus qu'à se rendre sur une plateforme de change et de convertir en euros la somme perçue en crypto-monnaie. Aucun notaire ni aucune banque ne sont intervenus. Fin de l'histoire. Non mais attendez, c'est pas la fin. Vous vous demandez sûrement la question, mais qui a rémunéré les mineurs qui ont effectué les opérations? Eh bien personne. Le système est programmé pour créditer leur compte en crypto-monnaie à chaque fois qu'ils réalisent une opération. Mais alors, quel est l'avenir de ce nouveau procédé qui va sûrement bouleverser toute notre économie? On est d'accord? Enfin, je suis d'accord pour dire que cette découverte est une des découvertes les plus fondamentales de l'histoire de l'informatique. Les spécialistes du monde entier sont d'accord sur ce point. Elle risque de pulvériser toute une série de métiers et de fonctions en les rendant inutiles. Son secret, supprimer les tiers de confiance qui garantit une transaction, comme nous l'avons vu dans notre petite histoire qui rend le rôle du notaire quasiment inutile. En effet, la blockchain ne dépend de personne, ne répond à aucune autorité, c'est un simple registre informatique géré par un programme et partagé en un réseau, dont les options sont innombrables. Par exemple, le gouvernement vénézuélien a annoncé le lancement prochain du Petro, une monnaie virtuelle étatique indexée sur l'index du pétrole, qui leur permettrait de sortir de l'embargo des États-Unis. Pour vous dire, ce nouveau procédé intéresse un bon nombre de sociétés et d'institutions telles les banques centrales ou encore les banques. Tellement que selon la société de conseil KPMG, plus de 300 millions de dollars avaient été investis dans les entreprises qui travaillaient sur la blockchain. Cependant, le revers de la médaille de cette nouveauté est l'impact écologique. Les ordinateurs connectés entre eux dans le monde ont un besoin énergétique qui est égal à la consommation annuelle en électricité d'un pays comme le Danemark. Mais c'est encore un autre débat. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre ce sujet plutôt complexe, il faut se le dire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!